Je suis heureux de vous retrouver pour ce qui sera d'abord un rendez-vous mensuel pour une émission qui se consacrera exclusivement au manga. Alors bienvenue au Badass Shonen Joe. Cet épisode 0 se veut être une version bêta, voire le pilote d'une série d'épisodes à venir. Aujourd'hui, et avec les moyens qui sont à ma disposition, à défaut de posséder la fibre et de pouvoir vous proposer un live avec des copains, c'est une émission que j'animerai seul. Dans sa conception originelle, l'idéal aurait été que je sois accompagné avec d'autres passionnés ayant chacun ses spécialités. Pour vous donner un exemple, j'aurais aimé être accompagné par une personne dont la spécificité serait de s'adonner à la lecture par chapitre, ou plus grossièrement un consommateur assidu de scan, voire de Furio. Tout comme j'aurais aimé avoir auprès de moi une représentante légitime du mouvement Shoujosei. Et puis j'aurais aussi eu besoin d'un cobaye à l'affût des nouveautés manga qui sortent chaque semaine sur le marché français. Enfin, tout ce petit monde, c'est aussi pour que chacun puisse donner son avis afin qu'il n'y ait pas qu'un seul son de cloche et que chacun puisse faire son petit commentaire sur les sujets traités. Néanmoins, je me réjouis d'animer le Badass Shonen Joe avec les moyens du bord et d'arriver à vous distraire tout en vous contentant de moi. Mon émission va se dérouler d'abord avec un petit running de mes achats manga du mois. Le principe, c'est que je ne m'attarde pas dessus, ou brièvement si je les ai lus. Puis avec un petit shadowboxing de mes achats manga numériques, ce qui jusqu'à présent était un peu mes achats de l'ombre. Exceptionnellement pour cet épisode 0, mes achats manga numériques regrouperont les mois de mai et juin. Cet échauffement passé, j'enchaînerai avec les jabs de mes lectures du mois. Il peut s'agir de lectures qui ne font pas forcément l'actualité. Je continue avec les crochets et les épercutes des sorties du mois pour désigner respectivement mes déceptions et mes coups de cœur des nouveautés sorties ce mois-ci. Une fois bien chaud, c'est le tour du Dempsey Roll des éditeurs où je reviens sur les choix éditoriaux et autres dramas mettant en cause les maisons d'édition. Voilà. Puis je conclurai avec le Smash Info ou le Gazelle Punch afin de revenir sur les annonces marquantes de la mangasphère et des maisons d'édition. Voilà pour le sommaire de l'émission, je ne vous fais pas perdre plus de temps, c'est parti pour le running. Je me suis bien évidemment acheté Hirayasumi tome 2 de Keigo Shinso. Si le mangaka Keigo Shinso avait besoin d'un chef-d'œuvre, ce manga s'en apparente grandement. J'ai adoré découvrir le tome 1 en début d'année et le moins que je puisse dire, c'est que ce tome 2 répond à toutes mes attentes. Je viens de checker, la série est toujours en cours au Japon avec 5 tomes. J'aimerais tellement que nous soyons déjà à jour avec la parution japonaise. Si vous ne l'aviez pas déjà compris, cette licence est une de mes meilleures lectures 2023. Oshi dans le jardin des filles, tome 2 de Yama Wayama. Toujours sur Blister, je n'ai pas encore pris le temps de lire ce tome 2. En vrai, lorsque j'étais à l'espace culturel du Leclerc, non loin de chez moi, j'espérais tomber sur le tome 2 de La Boîte Lumineuse. À défaut, j'ai pris celui de Oshi. Je m'attendais à mieux lors de ma lecture du tome 1, il faut le reconnaître. Mais en vrai, en y repensant, c'était pas mal du tout. À voir si ce tome-là sera le tome de la confirmation pour ce cher professeur. Miss Lucky de Fumiko Takano. Alors, je vous avoue que cet achat est totalement dû à l'effet du hobby publicitaire présent sur le bouquin, où l'on pouvait lire un avis dithyrambique du mangaka Keigo Shinso, allant même jusqu'à dire qu'il rêverait de dessiner un manga comme celui-ci. Bon, disons-le clairement, je me suis fait influencer. N'empêche, c'est très sympa à lire, par contre, c'est un style à l'ancienne, vaut mieux être averti pour ne pas être déçu. Full Metal Alchemist, tome 15 de la Perfect Edition de Hiromu Arakawa. Nul besoin de présenter ce titre, cette édition rend justice aux planches de la mangaka. Je continue d'acheter les tomes le mois de leur sortie, une formalité pour retrouver l'intégrale de la série sur l'étagère où elle a sa place attitrée.
Soul Eater, tome 2, Perfect Edition de Atsushi Okubo. Cette licence jouit du même rapport qualité-prix que Fullmetal Alchemist parce qu'ils sont tous deux édités par Kurokawa. Pour tout vous dire, je comptais me contenter du tome 1 et pourquoi pas continuer l'acquisition de la série ultérieurement afin d'alléger mon budget. Mais il a suffi que je feuillette le bouquin en magasin pour que je change d'avis. Voilà, j'espère ne pas être aussi faible la prochaine fois, mais en vrai, j'aime trop cette série, même si sa connotation nostalgique est moins imprégnée chez moi que Fullmetal Alchemist. Boko, tome 2 de Hideki Mori. Quel plaisir de retrouver le mangaka Hideki Mori avec cette licence que j'ai déjà poncée plus jeune. C'est un véritable plaisir de la redécouvrir dans ce format-là. Dans un contexte où aujourd'hui existe le manga Kingdom, ça nous donne une meilleure approche du contexte historique. Bref, je suis heureux de retrouver cette licence dans ma mangathèque, dans une édition au goût du jour. Yawara, tome 12 de Naoki Urasawa. Je me tiens à jour dans mes achats, par contre je suis loin de l'être dans ma lecture. Il va falloir que je remédie à ça très bientôt. Ça sent à plein nez une nuit de lecture spéciale Yawara. Maginzer Z, tome 1 de Gonagai, c'est un achat imprévu sur un coup de tête. Je n'ai pas encore pris le temps de lire, mais disons que c'est la saga qui m'intéresse le plus, avec celui que nous connaissions sous le nom de Dalcor dans l'anime Goldorak. Je sais que l'impact de cette série au Japon était bien plus important que Goldorak chez nous. Voilà, puis m'étant relu Devilman il y a peu, pour sûr que ça m'a influencé. Fleur de pierre, tome 2 de Hisashi Sakaguchi. Je n'ai pas encore pris le temps de lire, mais c'est dans la continuité de ce que nous a proposé le tome 1. Les 30 € lâchés pour acquérir ce tome seront très vite digérés une fois le tome lu, tellement ce récit en temps de guerre est prenant, touchant et intelligent. Aubin les Yankees, tome 1 et 2 de Hiromasa Okushima, le manga Furio du catalogue de Naban. Tout est dit dans le titre, on suit nos deux Yankees, alternés entre baston et bain public. Soyons clairs, le manga ne se prend pas au sérieux. Il me fait penser au manga Furio incarné par des chats, les Yankees. Voilà, cela dit, j'ai trouvé le titre très répétitif. Genesis tome 8 de Kujimori, le mangaka continue de faire le boulot avec ce titre qui me donne entière satisfaction. Ce tome en particulier nous offre un joli plot twist en fin de tome. Je suis assez curieux de voir comment va évoluer le titre, qui est toujours en cours au Japon, avec 11 tomes. J'espère juste que Kojimori ne l'a pas trop laissé de côté pour se donner à plein temps à la supervision du manga Berserk. Le tome 9 de Manchuria Opium Squad de Chikaku et Tsukasa Monma. J'ai une nouvelle fois fait preuve de faiblesse. J'étais convaincu que je n'achèterais plus de tomes de cette série, qui je trouve n'apporte pas grand chose une fois l'effet de la nouveauté passé. En vrai, je ne sais pas ce que je lui reproche, parce que je l'aime bien, j'aime bien son style de dessin, son univers, même le thème du récit. C'est juste que je lui trouve trop de facilité scénaristique et qu'au final, cette lecture m'apporte pas grand chose de mémorable. Et surtout, j'ai l'impression que malgré les dingueries qui leur arrivent, on n'a pas vraiment peur pour les protagonistes. Le truc, c'est que je n'y crois pas au cliffhanger de ce tome, comme des précédents d'ailleurs, mais s'il était vrai, j'avoue que ça redistribuerait trop bien les cartes et que je ferais mon plus beau retournement de veste de tous les temps. Mais en vrai, je n'y crois pas trop. Le tome 10 sera donc, pour de vrai, cette fois-ci, décisif, avant une potentielle revente de la série. Shigorui, tome 9 de Takayuki Yamaguchi et Norio Nanjo. À chaque sortie, je me jette sur le dernier tome de la licence. Takayuki Yamaguchi peut exprimer tout son talent grâce au scénario de Norio Nanjo. D'ailleurs, dans ce tome, je comprends un peu mieux que ce manga soit l'adaptation d'un roman intitulé Le tournoi du château de Suruga, car j'ai l'impression que la notion de château apparaît enfin dans cet avant-dernier tome. J'ai hâte de lire le final qui conclura forcément, tragiquement, la rivalité entre ces deux protagonistes dont on suit les événements dramatiques depuis le premier tome. Une œuvre à lire et à relire, ce qui est la marque des meilleurs. Voilà, on attend fort le tome 10 et dernier tome de la série dans sa version collector. Rokudenashi Blues, tome 7 de Masanori Morita, toujours un plaisir de récupérer cette série pour mettre en valeur l'âge d'or du Jump dans ma mangathèque.
De plus, dans ce tome-ci, l'histoire marque la fin d'un arc. Le tome suivant promet de s'ouvrir à un nouveau qui amènera la série à être de plus en plus énervée. Un bon vrai Furio comme j'aime. Et bon, Stera sur l'édition. Sanctuary tome 5 de Ryoichi Ikegami et Bolanson. Alors je continue de récupérer les licences de cœur dans leur nouvelle édition et Sanctuary, c'est le genre de série qui ont inspiré le nom de ma chaîne, voilà, car c'est juste trop badass. Encore un tome et certainement qu'on enchaînera avec la licence Crying Freeman. Le Vagabond Tokyo, tome 6 de Takashi Fukutani. J'étais obligé de me tenir à jour avec la sortie de ce tome. Par contre, au même titre que Yawara, j'ai quelques tomes de retard en termes de lecture. Mais jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'au 3e tome, j'adore cette anthologie. Voilà. Hippo, tome 19, saison 6. On continue la collection des Hippo. On en profite toujours pour faire une petite relecture, étant à jour dans les prépublications. Hippo continue d'affûter son corps et depuis qu'il est entraîneur, il affûte aussi le savoir qui lui manquait pour être un boxeur complet. Seulement, il est toujours à la retraite et il ne semble pas prêt de remonter sur le ring. Quoiqu'il fera une petite exception pour un sparring avec Sendo qui va affronter au Mexique un adversaire que Hippo connaît bien. Étant à jour, je vous assure que vous allez vous régaler dans les prochains tomes. Et en parlant de régalade, ce mois de juillet est normalement synonyme du début du Hippo Challenge. J'ai trop hâte que la machine s'enclenche. Welcome to the Ballroom, tome 6 de Tomo Takeuchi. Cette série sur la danse de compétition fait un peu partie de mes chouchous. J'aime trop le style, les propos, certains persos, mais bordel, j'ai trop hâte de lire la partie inédite qui n'a pas été adaptée en animé. On s'y approche sûrement, mais lentement. En tout cas, ça garantit un tome 7 plein de panache. Puis je suis trop pressé que nous ayons rattrapé la parution japonaise qui a son 12e volume. Voilà, vraiment, j'accroche trop au dessin, j'adore cette série. Les liens du sang, tome 13 de Shusoshimi. Ce tome 13 commence avec une ellipse où nous retrouvons Seiichi adulte. Mais quel tome encore une fois, tout est fait pour nous glacer le sang jusqu'à la dernière page. Mais bon sang, que nous réserve encore le mangaka quand je pense que la série est toujours en cours au Japon avec 16 tomes, ça promet une perfusion de frissons et de sueur froide. Daron Quest, alors de Yoshimi Inanjo et Satoshi Miyakawa. J'attendais ce titre avec impatience depuis ma lecture de Ban le Bouzeux. Il faut dire que j'ai vraiment apprécié les dessins du mangaka, puis quelle fut ma surprise lorsque j'ai compris que le level 41 signifiait aussi l'âge du héros. Et comme le hasard fait bien les choses, mon âge aussi. J'avais pas capté le truc du héros qui veut pas vieillir, je m'attendais aux références de Dragon Quest bien sûr, mais on assiste surtout à la dégénérescence du héros qui vieillit. Il me semble que c'est aussi un peu une satire sur les vieux qui jouent encore aux jeux vidéo ou qui lisent encore des mangas, voilà. Puis dès la première histoire avec le casque qui pue, j'ai plus eu de doute, je suis bel et bien la cible de cet humour à 2 balles. J'ai tout simplement passé un bon moment, du haut de mon level 41 et qui à la fin de l'été passera au level 42. Mibu Gishiden, tome 3 de Takumi Nagayasu et de Jiro Asada. Tout me plaît dans ce manga jusqu'à son édition. Par contre, j'arrive trop pas à imaginer comment la série peut avoir 12 tomes au Japon et être toujours en cours, vu que c'est une histoire racontée par des témoins. Après ce tome 3, on décevra peut-être plusieurs, du fait qu'il n'y a pas une once de combat dans celui-ci. Par contre, on comprend toujours mieux les ambitions du protagoniste, de son besoin d'argent, de son instruction, ainsi que du devenir de sa famille depuis son abandon de poste. Ce titre est vraiment une belle découverte qui nous expose le monde des samouraïs au plus proche de notre réalité. Voilà, un manga qui nous sensibilise à l'humain derrière le samouraï. MMA, tome 5 de Hiroki Endo. En vrai, je ne sais pas pourquoi je m'entête à prendre cette série dans son format papier, alors que Day One, je me le lis en numérique. Puis la comparaison fait mal avec le papier jaune d'un côté et le blanc immaculé de l'autre. En plus, il n'y a même plus les jaquettes réversibles depuis le tome 3, et le pire, c'est que les illustrations seraient terribles s'il n'y avait pas ce carré bleu là, tout dégueulasse, ça me rend fou ça. Faut croire que j'aime me faire du mal. Sky High, tome 1 de Tsutomu Takahashi.
Bah, il n'y a pas un mois où je ne parle pas de lui. Pire, il n'y a pas une chaîne manga qui ne parle pas d'une série du mangaka. Il est partout et à toutes les sauces, et en même temps, bah, ça veut tout dire. Pour le coup, j'ai pas pris le dernier tome de Sido, sorti à ce jour, pour la simple et bonne raison que je voulais alléger mon budget. Puis au point où j'en suis, on va gentiment attendre que le tome 25 et dernier tome de la série sorte pour enclencher la dernière ligne droite. Par contre, je n'ai pas pu résister de découvrir son manga Sky High. J'avais connu Sky High Karma lorsqu'il était sorti à l'époque. D'ailleurs, c'était son titre le moins mémorable pour moi. Mais lorsque je me suis rendu compte que Panini ne nous a pas proposé les 2 tomes de la licence qui précède Karma, bah, je vous avoue que ma curiosité a eu raison de moi. Voilà, j'espère ne pas être déçu. Chasse aux cadavres, tome 1 de Osui Yamasaki. Alors, je l'ai à peine commencé et je suis déjà grave emballé. Une petite ambiance bande de copains qui, lors de leurs vacances d'été, vont jouer au détective pour retrouver un potentiel cadavre. Vraiment, ça commence très bien avec ce petit parfum de 20th Century Boys que l'on retrouve même dans les character design des personnages. Après, très vite, ça devient tendu lorsqu'on sait qu'il y a un serial killer d'enfants dans l'air. En vrai, c'est trop pas une lecture pour les gosses parce qu'il y a des images hard. Et quand je vous dis hard, c'est que c'est hard, mais sans être véritablement gore. Du moins, de ce que j'ai lu. Je me suis arrêté lorsqu'ils ont perdu leur carte pour finalement continuer leur route en suivant les pylônes électriques. Great Trailers, tome 1 de Miyagawa Akira. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais juste dans le feuilleton, je me suis dit que ça avait l'air top. Alors, j'espère pas me tromper. Grosso modo, ça a l'air d'être une course de bolide au design bien méca qui se déroule dans un monde bien SF. Alors, j'ai pas eu le synopsis, mais je me garde la surprise. Je me suis également procuré les tomes 8 et 9 de Bright Story de Kaori Mori. Ce sont 2 tomes que j'ai pu me procurer grâce à 3 d'entre vous qui ont utilisé mon code Rakuten. Ne sachant pas qui vous êtes, je ne peux que vous remercier par vidéo. Merci d'avoir pris le temps de vous servir de mon code et j'espère que vous vous êtes fait plaisir aussi. Le renard et le petit tanuki, tome 1. Alors encore un moment de faiblesse, j'étais curieux de découvrir ce titre alors que je traînassais dans la maison de la presse près de chez moi. Je regrette pas, c'est mignon, c'est bien fait et tout. J'aime bien le folklore japonais sur les renards et les tanuki. Ça m'a rappelé Pom-Ponko, le film d'animation de Miyazaki. J'aurais pu éviter cet achat pour alléger mon budget, mais bon, je suis faible, voilà. Bon, fini les mignonneries. S'il y a des enfants, on les écarte de l'écran, voilà. Parce que là, c'est l'instant hentai. Drop Out de Fan no Hitori et un appétit de scoop de Doumu. Encore une fois, je remercie infiniment les 4-5 personnes qui ont fait que je puisse me procurer ces titres en utilisant mon code Rakuten. Je me doute que ça n'imaginait pas que la somme servirait à m'acheter des hentai. Je n'ai hélas pas encore pris le temps de les lire. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ils sont encore sous blister. Le truc, c'est que j'aime beaucoup ce que propose le mangaka Doumu, qui je trouve sait jouer avec les codes du hentai pour nous proposer un vrai divertissement. Et concernant Drop Out, je me suis clairement laissé influencer par l'illustration de la jaquette, qui me renvoie à une vibe Shindoel. Voilà. Donc j'espère ne pas être déçu, mais surtout pas indifférent à la proposition de cet auteur que je vais découvrir d'ici peu. Et pendant que j'y suis, concernant mes cochonneries interdites aux moins de 18 ans, je viens de recevoir par Service Presse les derniers titres de chez Hot Manga. Ils sont encore tout chauds, ils sortent tout juste du fourneau. Et donc je vous présente Épouse au goût du miel, voilà, de Tessmel. Je ne peux pas vous en dire plus, je les découvre avec vous. Better Than My First Love. Voilà. Des relations charnelles à en perdre la raison. Misako, 34 ans, femme au foyer. Ok, ça a l'air pas mal. Les cours n'auront jamais été aussi excitants. Dans un style haut en couleur. On nous propose un harem inversé. Oh là là là, ça fait tellement longtemps que je rêve de faire l'amour à mon fils. Slave Window Mariko. Alors Mariko, ça me dit quelque chose, donc je suppose que c'est une suite.
Voilà. Et sexe, instruction, 48 positions sexuelles. Jouissez de concert avec votre partenaire. 48 positions. Voilà, stimulant. Ok. Voilà ce qu'il en est pour mes lectures interdites aux moins de 18 ans. Avant de partir sur mon shadowboxing, donc pour rappel mes achats manga numériques, je reviens sur le fait que certaines personnes se sont étonnées de ne pas voir des titres comme Le Clan des Pots ou Evil, voilà, lors de mes derniers achats manga. La cause est simple, c'est parce que ce sont deux licences que j'ai préféré prendre dans leur version numérique, car je trouvais le prix un chouïa trop élevé pour la qualité soit du papier, soit de l'édition dans son ensemble. Je ne m'interdis pas de revenir sur ma décision, surtout en ce qui concerne le manga Evil, puisque cette série fait partie des meilleurs titres que j'ai lus jusqu'à présent en 2023, vous l'avez compris, avec Hirayasumi. Ayant déjà lu la quasi-totalité des œuvres de Atsushi Kaneko, elle est de loin celle que je préfère. Voilà. Plus que le mythe du super-héros, je trouve qu'il revisite parfaitement celui du super-vilain. Bien sûr que l'on ressent l'influence de la licence américaine de The Boys, mais je trouve que Evil sort facilement son épingle du jeu pour nous proposer une approche encore différente du genre. Voilà, en vrai, il y a de fortes chances que je craque pour récupérer sa version papier. En ce qui concerne le clan des pots de Moto Hagio, j'ai enfin pu découvrir ce titre dont j'entendais beaucoup de bien par le passé. Après, je ne m'attendais pas à un recueil non chronologique des histoires. Dès la seconde histoire, il est évident que le dessin est moins abouti que la précédente histoire, mais en vrai, c'est pas si dérangeant. Par contre, ça m'a rendu curieux de ce choix narratif dans le placement des histoires. Sinon, je n'ai pas été déçu du titre, bien au contraire, j'ai retrouvé les ingrédients qui me plaisent dans les œuvres de Moto Hagio. Si je suis un peu déçu, c'est ce laps de temps qui me paraît bien trop long entre ce tome 1, enfin ce premier tome, et le second à venir, pour enfin avoir le plaisir de lire l'intégralité de la série. Et si j'ai choisi la version numérique, ce n'est pas pour rien. Du papier au grammage si faible à un prix si important, c'est pour moi rédhibitoire, à voir lors des prochaines réimpressions s'ils améliorent ça. Perso, j'ai aussi une préférence pour les couvertures en carton rigide et où les pages sont tissées entre elles pour ce genre de titres rétro, surtout pour des titres aussi prestigieux. Voilà. Allez, c'est parti avec le shadowboxing des achats manga numériques de Badass, qui exceptionnellement incluront les mois de mai et juin. Je commence avec le manga Boys Abyss, tome 4 de Ryo Minenami. En fait, ce manga, c'est trop un récit de psychopathe. D'ailleurs, il n'y a que ça qui tourne autour du personnage principal. Pas de chance, le thème de ce manga flirte avec l'idée du suicide amoureux. Pour ceux qui ont vu Battle Royale, ça doit vous parler. Je me suis surpris à ressentir autant de pitié pour le personnage principal que pour Seiichi, le fils à maman du manga Les Liens du Sang. C'est peu dire, en tout cas, le récit me captive, j'aime l'ambiance qui s'en dégage ainsi que les petits mystères qu'il recèle. Une chose est sûre, c'est que notre ami est très mal entouré, car les persos qui gravitent autour de lui sont quand même un peu flippants. Voilà, curieux de voir ce que nous réserve le tome suivant. Darwin's Incident, tome 4 de Shun Umesawa, c'est une série que j'apprécie particulièrement, même s'il y a un petit peu trop de branlettes intellectuelles dans les deux premiers tomes. Je trouve le récit très bien équilibré, bien que dans ce tome 4, il me semble qu'il n'y a pas une seule scène d'action, on découvre un Charlie être chatouillé par ses hormones d'adolescent reproducteur et gagner en power-up. Il devient encore plus fort et plus rapide maintenant qu'il atteint sa puberté. Vraiment, j'aime beaucoup ce titre et le plot twist de fin de tome était aux petits oignons, vivement le tome 5. Love Mix-Up, tome 4 de Wataru Inekure. Autant j'avais bien aimé la fraîcheur et l'humour des deux premiers tomes, autant j'ai plus trop envie de continuer l'aventure depuis le coming out du personnage principal. Bah là, c'est plus drôle, c'est même chiant, ça force sur des prises de tête, ça devient trop niais. Dommage, mais c'est finito pour moi. Under Ninja, tome 2 de Kengo Hanasawa. Alors j'étais déjà bien rentré dans l'univers lors de ma lecture du tome 1. J'ai apprécié la continuité du récit dans ce tome 2. Avec cette licence, je découvre le travail du mangaka n'ayant pas eu l'occasion de lire Ayame Hiro avant. Le manga a clairement un style bien barré avec des personnages qui paraissent totalement décalés de la réalité.
Les ninjas et leur organisation de l'ombre interagissent pourtant avec notre monde sur bien des plans et sous bien des formes. On a parfois l'impression d'être face à des extraterrestres. En ce qui me concerne, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais j'adhère totalement à la personnalité de ce qui semble être le héros de l'histoire. Voilà, j'attends clairement le tome 3 pour replonger dans ce manga que je qualifierais ma foi d'assez excentrique. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai téléchargé. Soloist in the Cage, tome 2 de Shiro Moriya. Je m'étais acheté le premier tome dans son édition papier. Depuis, j'ai vu qu'il était disponible en numérique. J'ai l'impression que Kihon commence à changer son fusil d'épaule en ce qui concerne quelques titres autres que ces shonen issus du Weekly Shonen Jump. Le dessin est parfois très bon, parfois bof. L'histoire a des bonnes idées, d'autres moins bonnes. En tout cas, je passe un beau moment, ça se lit facilement. Et puis je devine que le tome 3 va être violent. Voilà, déjà que les scènes d'action sont assez magistrales, j'ose même pas imaginer le final. Allez, Con de Non, voilà, je sais pas si ça se dit comme ça. Ah bah j'avoue que je m'attendais pas à un récit de ce genre de la part de la mangaka de Adabara. C'est bien dessiné en tout cas, j'aime bien le style de la mangaka. Après le sujet de la polygamie, j'avoue que je m'y attendais pas. A priori c'est quand même beaucoup plus léger que ce à quoi Adabara nous avait proposé. Après, c'est une série en 20 tomes. Je suis quand même un peu curieux de voir comment va évoluer le titre. Je verrai bien au bout de 3 tomes, si ça vaut le coup que je m'investisse sur les 20 que compte la série. La sorcière aux champignons, tome 4 de Tachibana Ichiguchi. J'apprécie bien ce titre, disons que j'aime bien sa proposition, je trouve la narration assez originale. Par contre, ça reste toujours assez compliqué de savoir à qui appartiennent les bulles de texte, d'autant plus lorsque les personnages sont présents mais de manière éthérée, donc pas vraiment présents. Dans tous les cas, c'est un titre qui ne me déçoit pas et que je suis content de lire en numérique malgré sa jolie édition. One Dance, Wanna Dance, Wanda Dance, comme vous voulez, tome 3 de Coffee. Ce tome 3 a su se faire attendre. J'ai commencé l'acquisition de cette série avec les 2 premiers tomes sous la forme de son édition limitée. En vrai, j'avais pas fait exprès pour le tome 1, mais puisque ça a été une lecture assez agréable, j'ai réitéré avec le tome 2. Seulement vu que Noévé ne proposait pas de version limitée de son tome 3, j'ai préféré continuer ma série avec sa version numérique. Ce tome 3 ne me déçoit pas une seconde, bien au contraire, les mouvements, les pas de danse, les attitudes, ce manga a tout pour lui. Il pourrait même bénéficier d'une superbe adaptation animée, que ça ne m'étonnerait pas. En plus, dans ce tome, on a le droit à quelques battles, tantôt sur du hip-hop, tantôt sur de l'électro. J'attends le tome 4 avec impatience en espérant que la licence garde ce rythme qui va crescendo en termes de rivalité. Vous avez compris, je kiffe la série. Gigantis, tome 2 de Kenichi Tachibana et Yoichi Komori. Il faut croire que je suis bon public et pas trop difficile pour le coup. Je prends plaisir à lire la série, même si je rejoins la critique qui est faite à ce manga. Oui, c'est du déjà vu, oui, il y a du Terraform Mars et en même temps, c'est pas si dérangeant puisque nous avons affaire à son mangaka. Puis, je ne sais pas pour vous, mais même si ça ne comble pas le vide laissé par Terraform Mars, j'aime bien la gueule du héros qui à l'ancienne me rappelle un peu le Z-Man. En vrai, à la vue de la dernière page de ce tome 2, faut voir comment ça va gérer le délire des géants, voilà, qui nous renvoie tous aux titans de SNK. Donc pour moi, tout va jouer sur le tome 3, que d'ailleurs je viens de télécharger, mais que je n'ai pas encore lu. Ocean Rush, tome 1 de John Tarachine. Alors voilà un titre avec des critiques élogieuses sur les réseaux tels que Twitter, mais bien plus modérées sur YouTube. Pour ma part, j'avais hâte de découvrir cette licence qui semblait porter son récit sur une relation intergénérationnelle ou transgénérationnelle, je sais plus. Bon, un thème que j'apprécie particulièrement est la lecture de BL Métamorphose ainsi que dernièrement de Hirayasumi n'y sont pas pour rien. Le truc c'est que ça s'est révélé à double tranchant car la barre est devenue très haute, surtout lorsqu'on passe derrière Hirayasumi. Sérieusement, on est en demande d'un récit émouvant et je trouve que de ce côté-là, Ocean Rush n'a pas à rougir. Après, je lui trouve quelques défauts un peu gênants, en l'occurrence de ce que dégage le jeune garçon avec qui un lien se crée avec la vieille dame. Vous me direz, il a son caractère, c'est comme ça, il faut faire avec, ça le rend authentique, mais c'est peut-être aussi la représentation des jeunes dans ce manga qui ne me touche pas. Même les traits diffèrent de trop avec la vieille dame, alors après je peux comprendre pourquoi. En tout cas, je prends bien plus de plaisir à regarder la vieille dame,
Et c'est déjà ça, puisque c'est un peu elle l'héroïne du récit. Et puis je trouve que le tome 1 se finit sur une bonne note qui me donne de l'espoir quant à la suite du récit. Voilà, je ne suis pas contre que ça prenne son temps, j'espère juste trouver cette dose d'émotion que je recherche lors d'un récit inter ou transgénérationnel. Voilà. Sakamoto Days, tome 8 de Yuto Suzuki. Alors je me suis mis à jour avec la parution française, clairement depuis le tome 4, je suis bien plus intéressé par la série. Autant j'aime bien les gags manga qui se prennent pas trop au sérieux, autant je préfère lorsque le récit se nuance avec des éléments de tension. Parce que l'air de rien, ça décapite quand même pas mal dans ce manga. Après, on n'a jamais vraiment peur pour la bande de Sakamoto, c'est peut-être les limites de ce shonen. Jujutsu Kaisen, tome 19 de JJ Akutami. Alors pareil, avec ce tome 19, je me suis mis à jour sur la parution française du manga. Mon constat est toujours le même, je prends bien plus de plaisir à suivre tous les autres personnages plutôt que le héros, ce qui est quand même un peu bizarre. D'ailleurs, la narration aussi est un peu bizarre, parfois j'ai l'impression qu'on saute du coq à l'âne. Enfin bref, je prends quand même mon petit plaisir à lire la série. Perso, j'attends que le mangaka tue son héros pour que le manga rentre dans une autre dimension. My Hero Academia, tome 35 de Kohei Horiguchi. Le constat est le même pour toutes les licences du Weekly Shonen Jump. Je prends mon petit plaisir de lecture en restant à jour sur l'apparition française. Et ce tome se concentre sur la contre-offensive des héros, du moins ce qu'il en reste. Shut Hell, tome 3 de Yu Ito. Alors je suis bien rentré dans le récit de ce manga, je vois pas trop à quoi sert le délire façon Assassin's Creed. D'ailleurs je ne lui trouvais pas non plus d'utilité dans le jeu après que la surprise soit passée. Dans ce troisième tome, la personnalité de notre timeline incarne le personnage de Shut Hell. Bon, si on met ça de côté sans attendre spécialement d'explications à l'avenir, j'aime bien ce que propose le titre. J'aime bien son style graphique un peu brouillon, tout en mouvement dans les scènes de combat. D'ailleurs, je trouve que le style de combat de Shut Hell suffisamment bien marqué que ça lui donne une identité et j'aime bien ça. Après avoir acheté le tome 1 dans son édition limitée, je suis plutôt satisfait de continuer cette série dans son format numérique, et ce, même si je trouve l'édition assez remarquable, et sûrement que les illustrations sur la jaquette y sont pour quelque chose. Après, je rejoins Loïc du monde de Tada sur l'anglicisme de Shut Hell, c'est un peu étrange dans le contexte historique. Mais bon, je prends le titre comme il est et je me prends pas trop la tête car je passe tout simplement un bon moment de lecture avec ce manga. Valalian tome 2 de Toshimitsu Matsubara. Alors les séries qui ont été arrêtées précipitamment en peu de tomes, c'est vraiment pas mon truc. En général je fuis ce genre de titre, mais j'ai fait une exception pour cette licence parce que j'étais curieux de découvrir son édition collector dans laquelle était fourni un livret cartonné d'un mini one shot. Ils sont malins quand même chez Kiyun. Puis au final, j'ai bien apprécié ce tome 1, je m'attendais à pire d'après les différents retours, et ce second tome m'encourage à continuer dans sa version numérique le manga. Bon, fort possible que la chute soit violente au bout du 6e tome, en attendant, je profite des dessins, et là où je craignais de par son thème un récit à la Valkyrie Apocalypse, un manga que j'affectionne pas trop en vrai, disons que je préfère largement le délire de Valalian, voilà. On l'a fait, tome 3 de Hiraku Araki et Minoyuki Kaneshiro, il n'y a pas à dire, cette série a un truc, on peut pas dire que les persos se présentent sur leur meilleur jour, et c'est aussi ce qui fait leur charme, ce qui fait le charme du manga, qui est bien déjanté. Franchement, je me délecte des défauts de chacun, et de ce côté un peu extrême et sans pitié des relations amicales. Puis il faut le dire, le personnage principal, c'est un gros poissard. Il lui arrive tant de merde que je ne sais pas comment il va pouvoir s'en tirer. Voilà, chaque tome est un pur divertissement. Hélas, ça se lit trop vite et on en redemande et j'ai trouvé que ce tome 3 s'est fait quand même attendre. Il ne me reste qu'à croiser les doigts pour que Noévé arrive à proposer des sorties plus régulières de ce titre, ainsi que pour les autres de son catalogue d'ailleurs, tant qu'on y est. D'ailleurs, c'est bon signe puisque je viens de télécharger le tome 4 qui vient à peine de sortir. Blue Box tome 3 de Kujimura. Alors, je ne vous cache pas que le tome 2 m'avait un peu refroidi. J'avais l'impression que la fraîcheur du premier tome avait laissé place à du réchauffé de comédie romantique, à quelque chose de plus générique. J'espérais vraiment que le sport allait avoir une part plus importante dans le récit. Il me semble que tout l'intérêt de ce titre était là.
Parce qu'après tout, l'impression qu'on a, c'est que notre personnage principal ne pourra évoluer que grâce à sa pratique du sport. Et bien fort heureusement, le tome 3 rattrape un peu tout ça. Je suis déjà bien plus hype par le tome 4. Sinon, c'est toujours très bien dessiné, quoique j'ai un petit bémol concernant la coupe de cheveux de la basketteuse là. Sérieusement, je comprends l'effet de mèche que la mangaka veut donner pour styliser son personnage, mais à chaque fois, ça me fait l'effet contraire, quoi. J'ai l'impression qu'elle a les cheveux gras. Voilà, je vous jure. Bon, je ne vois que ça, que des cheveux gras. Songs of Life, tome 6 de Amiyu Sakura. Avant la lecture de ce tome 6, je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à jour avec la version animée disponible sur Amazon Prime. J'avoue qu'avec les airs de musique pour agrémenter le récit, c'était trop grisant. Voilà. Mais trop frustrant aussi parce que ça n'a pas enchaîné avec un nouvel arc. Mais heureusement qu'il y a le manga Who's Next de Kiminori Wakasuki. Alors, encore un titre que l'on peut qualifier de déjanté. Le récit nous plonge lors d'une invasion de monstres qui bouffent tout ce qui bouge. Et dans un lycée où l'un d'entre eux a pénétré, les ados se sont organisés pour sacrifier chaque jour l'un d'entre eux, ce qui semble calmer la bête. Voilà. Jusqu'au jour où les survivants se comptent sur les doigts. Vous devinez bien que les compétences ainsi que les affinités vont jouer un grand rôle pour savoir qui sera le prochain, who's next, et qu'aux portes de la mort, des caractères vont se révéler, qu'ils soient immorables ou héroïques. Un premier tome que j'ai trouvé réussi, en tout cas je me suis fait prendre au jeu et je suis curieux de lire la suite que je viens tout juste de télécharger d'ailleurs. The Fable, tome 13 de Katsuhisa Minami. Ce tome 13 marque le dénouement d'un arc. D'ailleurs, pour ceux qui ont maté les films sur Netflix, ça correspond à la fin du second film. Perso, je suis un fan absolu de cette licence, au point que j'arrive à regretter d'avoir suivi cette série dans sa version numérique. Il faut dire qu'avec Grand Blue, c'est le manga qui me fait mais parfois vraiment mourir de rire. Voilà, et je me mords les doigts pour ne pas mettre à jour avec les scans. Que voulez-vous que je vous dise? Aussitôt acheté, aussitôt lu, je pense sérieusement me procurer la série dans sa version papier. Voilà, j'avais acheté le tome 1 pour marquer le coup, d'autant plus qu'il profite d'une jaquette réversible, mais je ne sais pas si je vais arriver à me contenter de ça, car c'est typiquement le genre de licence que j'aime soutenir en l'exposant dans ma mangatech. Voilà, et j'ai le même souci avec Blue Giant et Bakunareto. MMA tome 5 de Hiroki Endo, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, MMA fait partie de ces titres que je lis dès qu'il est téléchargeable sur mon portail numérique, puis je craque et je finis par prendre sa version papier. Voilà. Ce tome 5, il était vraiment cool au niveau des confrontations. Megulu donne tout pour ne pas perdre son combat et c'est ce qu'on veut. Par contre, ça se lit beaucoup trop vite, encore une fois, c'est un crève-cœur. Voilà, disons-le, The Fable, MMA, même combat. Actuellement, ce sont les deux séries éditées chez Pika que je vénère. Blue Lock, tome 14 de Yusuke Nomura et Mineyuki Kaneshiro. Avec ce tome 14 de Blue Lock, j'en ai profité pour me mettre à jour dans ma lecture, puisque je m'étais arrêté au tome 6. J'ai clairement passé un bon moment à tout enchaîner. Je vais continuer de me tenir à jour en lisant sur tablette. Pour moi, le numérique, c'est typiquement pour ce genre de série. Kujo, l'implacable, tome 2 de Shohei Manabe. Je me suis pris le tome 1 lors de mon séjour à Angoulême. Je préfère continuer la série dans sa version numérique de crainte de me retrouver avec une série de plus de 40 tomes à l'image d'Ushijima l'usurier de l'ombre, le précédent titre du mangaka. J'avais aucun doute quant au tome 1 de Kujo et je me suis régalé avec ce tome 2. Il est clair que je vais me tenir à jour et louper aucune de ses sorties pour ne pas me retrouver largué comme je l'ai été avec Ushijima, qui attend toujours que je reprenne ma lecture là où je l'ai laissé, c'est-à-dire au tome 2. Voilà, honte à moi, car en plus j'ai toute la série à disposition sur ma tablette. En fait, j'ai plus qu'à Faucon, quoi. Skip and Loafer, tome 1 de Misaki Takamatsu. J'étais curieux de découvrir cette série qui me semble s'est aussi fait remarquer par son animé. Sans surprise, je suis tombé sous le charme de ce manga, bien feel good à souhait, avec ses personnages que je trouve assez attachants, même s'il me renvoie à d'autres œuvres du genre telles que Le Monde de Mashida ou encore Sawako. Clairement, je boude pas mon plaisir, une licence qui correspond parfaitement à ma consommation numérique. Voilà, c'est pas un titre que je souhaite forcément collectionner, mais ravi de l'avoir sous la main. Ce printemps rémanent, tome 5 de Shiki Kawabata. Ces histoires de timeline, ça commençait sérieusement à partir un peu en couille d'après moi.
alors que je trouvais que la série avait super bien commencé. Puis au final, avec ce dernier tome, je trouve que ça va. Fallait bien une fin au délire, et là-dessus, on peut dire que la mangaka a réussi à sauver les meubles. Je serais quand même curieux de lire d'autres œuvres de l'autrice, parce que c'était quand même bien sympa ce petit shoujo. Voilà. Après, ça traite d'apprenti mangaka, c'est le genre de thème que j'adore, c'est un peu de la triche. Gachakuta, tome 1 et 2 de Kei Urana. Je viens de découvrir les 2 tomes de Gachakuta. Alors, au vu de la promotion assez agressive derrière ce titre, il me semble qu'il était assez attendu. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai bien aimé, mais en mode funambule. À un détail près, ça fait très première série avec ses imperfections, ses défauts, ne serait-ce que dans les caractères design de ses persos. Tout dans cette œuvre penche pour être assez générique ou assez original. Donc je pense que le tome 2 me permettra de me faire une idée plus précise. En tout cas, ce titre coche la case du shonen que j'aime bien lire sur tablette. Dans tous les cas, il ne me prendra pas de place sur mes étagères. Et si ça peut être un nouveau petit rendez-vous de shonen, eh ben tant mieux. Mais bon, il n'y a que 6 tomes parus au Japon, je crains que le rythme de parution chez nous ne soit pas à son avantage. Enfin bon, on verra. Dan Dadan, tome 6 de Yukinobu Tatsu. Toujours un régal de suivre les aventures de ce drôle de couple. Avec ce tome 6, je suis à jour sur les chapitres que je lisais en scan, donc dorénavant, à chaque sortie de tome, ce sera une relecture inédite pour mon plus grand plaisir. J'ai vraiment hâte de me faire emporter par le rythme effréné de ce manga, que je trouve toujours plus créatif dans ses mises en scène. Le dessin est sublime, les scènes d'action aussi, l'humour est toujours aussi barré, les vieux pervers qui rôdent autour de Momo incarnent parfaitement les dangers dont doivent faire face les jeunes filles de leur âge, enfin de son âge. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut passer à côté de cette œuvre et en aimer d'autres. OSEF puissance 10, voilà. Donc je suis très curieux de découvrir ce que me réserve le prochain arc. J'ai pris le tome 1 en format papier histoire de marquer le coup, mais en vrai, et cela vaut encore plus pour les éditions Kazé et Crunchyroll, le glow up est trop important sur tablette, déjà pour le confort du grand format, mais en plus au niveau de l'ancrage, c'est le jour et la nuit. Bref, je prends trop mon pied sur tablette avec Dan Dan Dan. Red Flower, tome 1 de Louis. Alors, même si j'ai déjà téléchargé des tomes de Dreamland et Radiant, c'est la première fois que je prends le temps de lire un manga dessiné par un Français. Et j'ai pas été déçu, je dirais même que j'ai été agréablement surpris par l'identité qui se dégage de cette œuvre. Ça me pousserait presque à lire ce tome 1 de Dreamland perdu dans ma palle numérique. Keiju Echigo, tome 9 de Naoya Matsumoto. Vraiment, les tomes de Keiju en soi, ils n'ont rien d'exceptionnel, mais je prends un malin plaisir à les lire. Je ne peux pas expliquer, c'est comme si le mangaka me préparait une bonne tambouille. Donc j'enfile les tomes à leur sortie. Je sais qu'ils se lisent vite et que j'ai régulièrement envie de lire la suite, du genre « Ah, c'est déjà fini !» Après, pour tout vous dire, maintenant, j'attends les tomes comme ils arrivent. J'ai moins ce désir d'être à jour, voilà, qui me hype de ouf. Demon Stars, tome 2. Alors, après avoir découvert le tome 1 dans son édition papier, je m'attendais à lire la suite dans son format numérique. Parce que même si ça a été une bonne surprise, avec une petite vibe Kazuo, Noritaka, tout ça là, en vrai, je ne me vois pas continuer la série en bouquin. Hélas, le tome 2 n'est toujours pas disponible à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne la vidéo. Et je me suis également procuré quelques titres que je n'ai pas eu le temps de lire, comme Trillion Game tome 4, Le Petit Monde de Machida tome 6, Tales Tale tome 4 d'ailleurs qui finit la série, le one shot Nude Model de l'autrice de Blue Period, Time Bomb Teacher tome 1 pour la découverte, La Maison des Meiko tome 1 sous recommandation de Sélection Manga, et Dr Matt tome 1 dont j'ai entendu parler sur Twitter. Il est temps d'enchaîner avec les jabs de mes lectures du mois. Alors, Magi, tome 2 et 3 de Shinobu Otaka. Dans ma palle numérique traînait depuis un certain temps le tome 1 de Magi. Disons-le clairement, c'est de la faute du manga Orient de la même autrice, du moins de son premier tome qui m'a clairement refroidi à l'époque. Je trouvais ça
too much, je ne suis pas rentré dans le délire, mais suite à l'agréable surprise que fut la lecture de ce tome 1 de Maggie, j'ai fini par me procurer les tomes 2 et 3 que j'ai également grandement apprécié. Si aujourd'hui je n'ai pas enchaîné la lecture des tomes, c'est uniquement parce que c'est un certain coût pour lire l'intégrale qui est en 36 tomes. Alors j'ai le même souci avec Shia Folu et Yona la princesse de l'aube, dont les séries dépassent les 40 tomes. Pour en revenir à Maggie, c'est l'histoire d'un Aladdin qui semble avoir des capacités assez exceptionnelles dans un monde des mille et une nuits. On retrouve des personnages tout aussi célèbres tels que Ali Baba. En soi, le récit est très shonen, mais à l'ancienne, comme on n'en fait plus trop aujourd'hui, et cela fait tout son charme, je trouve. Car en plus, le manga est très bien rythmé. De plus, vu le nombre de tomes, on devine que la licence va glow up. Bride Stories, tome 2 à 7 de Kaori Mori. Lors d'une nuit spéciale lecture Kion, je me suis missionné à faire fondre ma palle. Je n'avais lu que le tome 1 sur les 4 que je possédais. Et quel bien cela m'a fait de reprendre cette série. J'étais déjà sous le charme de cette licence lors de ma lecture du tome 1, mais je n'étais pas prêt pour la suite. J'ai tout simplement avalé chacun des tomes que j'avais en ma possession, parce que si le talent au dessin de Kaori Mori est indéniable, c'est au niveau de la narration que j'étais totalement convaincu. La mangaka rythme habilement ses récits en alternant les personnages dont on suit le quotidien, tout en alternant les événements de tranches de vie et de fortes tensions que vivent nos personnages. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mangaka maîtrise les scènes d'action. Et je remercie encore et toujours les personnes qui ont utilisé mon code Rakuten pour que je puisse me procurer ces tomes 5 à 7. Emma, tome 1 à 5 de Kaori Mori encore. Vous pensez bien qu'après m'être dopé au manga Bride Stories, j'ai ressenti un effet de manque. Fort heureusement, je possédais le tome 1 d'Emma sur ma pile à lire et je suis tout simplement tombé sous le charme de ce titre. Tristesse, cette série n'est plus réimprimée par Kion, ce qui est assez inquiétant car cela indique souvent un arrêt de commercialisation à venir. Je me suis donc arrangé pour lire les 4 autres tomes autrement et j'ai pas été déçu, si ce n'est par la fin abrupte du récit principal, car en fait le manga continue avec des histoires annexes vers la fin du tome 4. Certes, les histoires sont sympas à lire, car on retrouve tous les personnages secondaires de l'œuvre, mais Emma me manque de trop. Voilà. Slam Dunk, tome 16 à 20 de Takehiko Inoue. À l'approche de la sortie du film de Slam Dunk, je n'ai pas pu m'empêcher une petite relecture du dernier match de la série. Et oui, elle correspond aux 4 derniers tomes de la Star Edition. Et quel pied, mais quel pied ce manga. Je ne comprends même pas qu'il y ait encore tant de gens qui n'aient pas pris le temps de lire ne serait-ce qu'une seule fois ce manga légendaire. Baki the Grappler, tome 13 à 16 de Keisuke Itagaki. Disons-le, dès que je reçois les 4 tomes de cette perfecte édition, je suis en mode mal alpha et ma lecture est à l'image d'un carnassier qui mange sa viande crue. Je me les bouffe à une vitesse et le plaisir à l'état pur, un manga pour les durs, les vrais. Blue Lock, tome 6 à 14, j'ai profité de mon achat du tome 14 pour me mettre à jour niveau lecture et j'ai passé un très bon moment. Je regrette juste de ne pas avoir eu le courage de lire le spin-off de Nagi que je me suis acheté le mois dernier pour la simple raison que à ce stade-là, j'ai l'impression que ça sert à rien, que je vais perdre mon temps puisque j'ai l'impression que tout est dit déjà dans le manga. Voilà. Sakamoto Days, tome 5 à 8, je trouvais qu'à partir du tome 4, le manga prenait en consistance et je suis plutôt satisfait que le récit a pris cette direction plus nuancée dans les gags pour nous offrir des moments de tension où ça rigole plus. Enfin, juste ce qu'il faut. En tout cas, de sérieux adversaires bien charismatiques font leur apparition et ça fait toute la différence. Je vais appuyer mes frappes avec des crochets et des uppercuts sur les nouveautés du mois de mai et juin. Irayasumi, tome 2, du feel good à l'état pur, en veux-tu en voilà, le genre de lecture qui devrait être remboursé par la sécurité sociale après un tel coup au menton. The Fable, tome 13, il fait tout simplement partie des mangas les plus drôles de la production actuelle. Le rythme est parfait, voire ça se lit trop vite. Katsui-sa Minami nous régale avec ses personnages tous plus décalés les uns que les autres, ainsi que de très bonnes scènes d'action, on voit trop pas les coups venir.
MMA tome 5, ce tome nous dépeint un Megulu qui ne se laisse pas faire lors de ce tournoi et c'est ça qu'on aime, on retient une jolie percussion en pleine face. Baki tome 13 à 16, non mais Baki c'est uppercut d'office, c'est tout. Karakuri Circus tome 17 à 20 de Katsuhiro Fujita, c'est du shonen bien badass et intelligent et bien écrit, un petit chef-d'œuvre du genre qui j'en doute pas sera concrétisé par un final de toute beauté. On espère se finish him sans vouloir que ça s'arrête. Voilà. Capeta tome 1 et 2 de Masahito Soda, parce que Masahito Soda, le mangaka de Subaru Danseuse Étoile, les dessins sont percutants et les persos sont trop attachants et le rythme du format papier est encore meilleur que dans l'anime, donc trop hâte d'accompagner notre petit Capeta qui à travers ses exploits dans l'univers du karting n'a pas peur de prendre des coups. Voilà. Par contre, j'ai pris de sacrés crochets avec Aubin avec les Yankees, tome 1 et 2. À l'image des racailles de l'autre monde, ça aurait pu être bon délire, mais en vrai, c'est trop répétitif. Les crochets ne rentrent même pas dans ma garde. À mon goût, le mangaka et le furio, c'est pas vraiment ça en fait. Elle est loin la découverte de Assistant Assassin. Love Mix-Up, tome 4, comme je l'ai dit précédemment, je trouve que la série a perdu de son charme. Le personnage principal est surtout plus très drôle, voire même agaçant depuis qu'il a fait son coming out. Mais bon, je peux comprendre que ça plaise aux plus jeunes. Voilà, le crochet derrière la tête qui sonne le glas de cette série pour moi, car je ne vais pas la continuer. Gestalt, tome 1. Alors je me suis laissé tenter par ce titre, en vrai ça se lit bien. Mais le tout me paraît quand même assez bancal, voilà, je ne suis pas plus motivé que ça pour me procurer la suite. Petite déception pour un petit crochet du gauche, voilà. Le Dempsey Roll des éditeurs, choix éditoriaux, drama, tout ça. Glenna arrive à l'aide de son sous-traitant à envoyer des jaquettes du tome 1 de Evangelion mal pliées, ce qui fait que ça rend encore plus moche qu'avant. Voilà, pour le coup, vaut mieux garder son exemplaire avec le petit trait en vrai, c'est le moindre des mots. Mangetsu se fait coiffer au poteau pour l'acquisition des droits d'exploitation des licences Furio telles que Cross et Nine Peaks, alors qu'ils semblent être les initiateurs de la démarche pour acquérir les droits. En France, on ne connaît pas encore l'acquéreur puisque cette info n'est pas officielle, mais il se pourrait que ce soit Kiun ou Delcourt Tonkam qui ait mis une bien grosse liasse sur la table des négociations. Au Grand Rex a été projeté en avant-première le film The First Slam Dunk. Je vous avoue que c'est pour des instants comme ça que je regrette de ne plus vivre à Paris. D'autant plus que les avis sont dithyrambiques sur le film. Alors juste un truc, je vous fais écouter le retour d'une personne. Par contre, nous, ce qu'on n'a pas apprécié, et beaucoup d'ailleurs d'entre nous, c'est qu'on a quand même pris les places, tu vois, on a payé quand même 12 €. Et il y avait des tote bags avec des goodies à l'intérieur. Bon, certes, c'était pas foufou non plus, mais ça fait toujours plaisir. C'est que ces tote bags-là n'étaient réservés que pour les invités. Donc, il y avait certains membres de l'équipe Kana, d'autres de la Toei, d'autres, c'était des influenceurs, etc. D'ailleurs, il y avait la bande à Soso, là, comme on appelle tous. Et c'était quand même un quart de toute la salle. Voilà, c'était un quart de toute la salle, il me dit, Samy. Et quand on voyait les influenceurs genre qui prenaient le tote bag comme si c'était juste un article qu'ils regardaient mais dans un rayon, ils l'avaient même pas ouvert, qu'ils regardaient par le petit trou là et ils le reposaient et voilà quoi, enfin c'était vraiment dégueulasse parce que par exemple on peut dire tout ce qu'on veut sur Crunchyroll mais quand tu assistes à des avant-premières par exemple de Jujutsu Kaisen, les goodies étaient pour tout le monde. Voilà, ça aime trop minimiser la grogne de ceux qui payent. Attention, moi je dis il y a danger. Et je profite de cet aparté pour vous inviter à m'envoyer des messages vocaux sur Twitter ou Instagram. Si je les trouve pertinents au vu de l'actualité, il est fort possible que vous paraissiez lors de la prochaine émission. Voilà. Allez, j'enchaîne avec Pika qui a mis les petits plats dans les grands avec un événement autour de la sortie de la licence Getchakuta, un pop-up store à Paris qui proposait une jaquette en édition limitée du titre que l'on pouvait retrouver sur les sites marchands avant même l'ouverture du pop-up store. Alors, j'ai jamais compris ce délire de proposer des éditions limitées dans des magasins inaccessibles pour tous. Un événement dont au final on retiendra surtout le retour des spéculateurs.
Alors, Vega, certainement pétri de bonnes intentions, propose des couvertures alternatives pour ceux qui sont prêts à se déplacer à la Fnac ou à une autre boutique, peut-être parisienne, je sais plus trop, ça m'a saoulé. En vrai, je comprends pas le délire de privilégier sans arrêt les mêmes personnes qui ont accès à tout et de marquer autant les inégalités auprès de leur clientèle. C'est la deuxième fois que Vega fait un move un peu chelou autour de Holy Land. Pour rappel, fallait que Genesis, le dernier manga de Kujimori, se vende bien pour avoir le droit à l'exploitation de son classique qu'est Holy Land. Ouf, il faut croire que Genesis a été à la hauteur des attentes. Pika avait fait le même move à la sortie de Rakai Blues. Si ça se vendait bien, on aurait le droit à l'exploitation de Rookies du même auteur. Donc Masanori Morita, eh ben merde, on attend encore l'annonce, faut-il comprendre que... Voilà. On enchaîne les moves désastreux, toujours en partenariat avec la Fnac. Mangetsu propose également une jaquette alternative de Deep Free, dont Luchisco s'est occupé de la direction artistique. Dommage, une nouvelle fois on favorise l'inégalité, pourtant Mangetsu semblait avoir compris qu'il fallait tout miser sur les premières impressions pour que cela ait un impact sur les achats des premières semaines. Voilà. Après, on n'est pas au courant du bis-bis entre les enseignes et les maisons d'édition, donc bon, voilà quoi. En toute discrétion, Del Cortoncam, donc en mode incognito, a aussi proposé une jaquette alternative en collaboration avec Momi Manga pour le tome 3 du manga Blue Box. Non mais c'est une infection cette tendance, certes qui ne date pas d'hier mais qui se multiplie. Clairement j'aime pas ce modèle de vente exclusif, même si cette fois Momi Manga est une chaîne de librairie spécialisée à travers la France, mais qui sera toujours trop loin de bon nombre de consommateurs. Moi par exemple j'ai pas de Momi Manga par exemple. Donc je comprends aussi que ce soit une demande des diffuseurs, mais c'est pas réglo. Si encore les ventes pouvaient se faire par correspondance, je dis pas, mais là ça laisse trop de collectionneurs sur le carreau. Le Smash Info et le Gazelle Punch, donc annonce, sortie, tout ça. Meian annonce les tomes collector pour les derniers tomes de Gannibal, tome 13, Shigori, tome 10 et Egregore, tome 10. Voilà, des collectors qui ont un sens et ça fait plaisir. Naban invite à précommander la série Arion sur son site pour bénéficier d'un portfolio avec des ex-libris. Ainsi, ils peuvent épargner sur la marge des distributeurs et des diffuseurs. Je trouve que c'est un bon move entre le consommateur et la maison d'édition, même si cela veut dire acheter direct l'intégrale et ne plus passer par les libraires. Voilà. En vérité, le but de cette manœuvre, c'est de sensibiliser les personnes qui ont l'habitude de commander en ligne, à défaut d'avoir une librairie à proximité, à ne pas passer par Amazon, car à eux seuls, ils prennent une marge encore plus importante que la moyenne. Voilà. Je trouve que c'est une bonne initiative d'habituer ce public-là à passer directement par le site des maisons d'édition indépendantes. Mais au final, pour mon cas perso, j'ai pas envie d'attendre novembre pour le premier envoi, je repartirai avec mon tome 1 de la Japan. Pour rappel, Vega sur les 2 premiers tomes de Holy Land du mangaka Kujimori pour le 7 juillet. Alors, qui repart de la Japan Expo sans son tome n'est pas un homme. On rappelle aussi que Saka a annoncé une nouvelle édition de L'Habitant de l'Infini, on aura l'occasion d'en reparler. Kana annonce pour la sortie du film The First Slam Dunk un artbook sur le sujet qui semble assez complet, ça a l'air cool, mais en vrai on attend surtout l'annonce de la Perfect Edition de Slam Dunk, format moyen avec les pages couleurs, tout ça. Masaaki Minomiya, le mangaka de Gannibal, sera bien présent sur le stand de Meian pour la Japan Expo. On peut le dire que ça va faire l'événement au niveau du stand Meian. Toujours chez Kana, dans leur live en aparté, ils ont annoncé la venue de Takeshi Obata en France et en Belgique pour le mois de septembre. Allez, je termine cette vidéo avec un petit Gazelle Punch. Tsukasa Ojo sera l'invité d'honneur de la Japan Expo, mais il sera absent le vendredi, c'est-à-dire le seul jour où je serai présent à la Japan Expo. Puis vous pouvez acheter sur la billetterie de la Japan Expo des reproductions de planches de séries de Tsukasa Ojo. Perso, je me suis fait ce petit plaisir. Après, si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à la Japan Expo, elles sont aussi en vente sur le site Isan, l'univers des fans. Annonce dernière nouvelle qui déborde sur le mois de juillet.
Mangetsu annonce une nouvelle collection Koten qui proposera des classiques reprenant le cheminot dans une nouvelle édition dite ultime au Japon. On retrouve le duo encore en activité avec la série Mibukishiden. Mais l'annonce qui a démoli la twittosphère manga, c'est bien le titre Ace of Diamond, un manga de sport sur le baseball qui compte 47 tomes dans son premier acte et puis 34 dans son second acte. Donc une série qui dépasse les 80 tomes, c'est ambitieux, mais c'est ça aussi qu'on aime, les maisons d'édition qui prennent de vrais risques pour le bien commun du manga en France. De ce que j'ai compris, les tomes seront en tomes doubles et délimités en saisons. Du genre, la première saison fera 7 tomes, soit les 14 premiers tomes parus au Japon, mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'à l'instar des éditions Meian, le rythme de parution sera tout aussi élevé qu'un Baki ou d'un Karakuri Circus. Le format reste encore incertain, mais ça correspondrait à du format moyen. Je ne pouvais pas attendre le prochain épisode pour vous parler de ça, car il y a de quoi faire rêver les aficionados des mangas de sport. Voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. En attendant d'avoir la fibre, je vais continuer de vous proposer cette formule tout en la peaufinant. Et peut-être que par la suite, je serai rejoint par des copains et des copines. Voilà, il y aura un autre rythme. Prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Et pour finir, si vous voulez donner toujours plus de force à la chaîne tout en participant à son contenu, n'hésitez pas à devenir membre du FC Badass. Ciao!